Bonsoir et merci de vous informer par le 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. La synergie des femmes pour la refondation a offert ce mardi matin un don aux familles victimes d'inondations de l'arrondissement communal Niamey 1. Et c'est justement dans le siège de cet arrondissement que s'est déroulée la cérémonie de remise de ce don, essentiellement composé de vivres. C'était devant nos reporters Nafis Azakou et Soumaïla Abdoulaye. Du riz et de la pâte alimentaire, c'est la composition de ce don offert par la synergie des femmes pour la refondation au profit des familles victimes d'inondations de l'arrondissement communal Niamey 1. Nous sommes composés de plus de 115 structures qui se sont mises d'accord pour accompagner le CNSP dans ses actions. Et donc ce matin, nous sommes venus au niveau de la commune 1 à l'état civil pour rencontrer notre grande leader, le colonel Mariama Jika, pour nous aider à répertorier et à dispatcher en tout cas les kits que nous avons voulu le faire. Et bien voulu faire au nom des sinistrés de la région de Niamey et des communes. Les femmes ont toujours été debout aux côtés du CNSP pour mettre en place vraiment les activités de développement. En réceptionnant ce don, l'administratrice déléguée de la commune 1 a salué l'initiative tout en appelant les bonnes volontés à emboîter le pas à la synergie des femmes pour la refondation. Nous profitons pour lancer un appel à toute la communauté pour qu'elle emboîte le pas à ces dames. Tout don sera la bienvenue. Et merci à vous. À noter que ce geste de la synergie des femmes pour la refondation vise à accompagner les actions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, notamment en ce moment précis où le pays fait face à des inondations. L'ordonnance portant création d'un fichier des personnes impliquées dans des actes de terrorisme signé, il vous souviendra, le 27 août dernier par le président du CNSP, chef de l'État, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Kakatouda est acteur de la société civile. Pour lui, cette mesure est tout simplement liberticide. Suivons-le. Nous avons tous suivi le communiqué lu, en tout cas le document lu sur d'ailleurs le contenu de l'ordonnance lu sur Télé Sahel, puis le document même qui a été publié sur la page du CNSP. Il s'agit bien de l'ordonnance 2024-43 du 27 août 2024 instituant les fichiers des personnes, groupes de personnes ou entités impliquées dans les actes terroristes ou de connivence, en tout cas avec les gens qui sapent les intérêts stratégiques un peu de la nation dans l'esprit. Écoutez, de prime abord, je pense que les autorités prennent des mesures, des décisions, ou en tout cas pour faire face à l'insécurité, pour faire face aux menaces sécuritaires, pour faire face à tous les actes du terrorisme et son financement, en soi n'est pas un problème. Mais je pense que signer une ordonnance de telle nature qui va aller jusqu'à déchoir la nationalité d'un citoyen, je pense que c'est une ordonnance très liberticide. Par exemple, la loi sur la cybercriminalité qui a été modifiée par l'ordonnance 2024-28 du 7 juin 2024, déjà c'est sur des infractions comme ça que les acteurs sont arrêtés. Il suffit juste de faire un poste sûrement quand il y a menace, par exemple sur la nation. Bon. Quand est-ce qu'il faut considérer qu'il y a menace sur la nation? Quand est-ce que les données que tu publies sont de nature à troubler l'ordre public? Je pense que ça, ce sont des notions qui font en sorte qu'en tant qu'acteur de la société civile, qu'en tant qu'acteur défenseur des droits humains, nous avons nos mains sur nos cœurs parce que ça, ce sont des choses qu'on peut toujours prendre, brandir pour arrêter des gens. Mais mieux,
absolument, ça va concerner tout le monde, ça concerne tous les acteurs, tout celui qui peut utiliser aujourd'hui les médias sociaux, qui utilise une smartphone. Parce que souvent, tu peux même avoir des informations, tu peux partager avec ton frère, ton parent et autres. Donc, mais je pense qu'on ne peut pas réduire un État à des choses comme ça, de mon point de vue. Prendre, comme je l'ai dit, des mesures pour faire face à ce phénomène n'est pas mal en soi, mais profiter d'une situation pour inclure des notions fourre-tout comme ça. Dès que tu es inscrit au fichier par décret, on peut faire en sorte que tu perds provisoirement ta nationalité en attendant que si jamais tu es condamné à 5 ans ou supérieur, une peine de 5 ans ou supérieur, là tu peux définitivement perdre. Donc voyez-vous, les principes qui sont posés, ce sont des principes qui sont très graves et j'espère que tous les acteurs avisés vont vraiment donner sur leur point de vue sur ces questions. Et d'ailleurs, c'est une ordonnance qui peut venir même en contradiction. Déjà, une ordonnance existe sur la cybercriminalité. Nous avons aujourd'hui le code sur la nationalité, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a fait une harmonisation de tous ces textes pour brandir cela? Mais je pense que les prochains jours nous édifierons. Pour le moment, nous pensons que nous, en tant que citoyens, nous disons que c'est une loi qui peut frapper tout le monde. Et il faut faire extrêmement attention sur ces questions. Le message, c'est de dire qu'il faut, même en période d'exception, même en régime militaire, je pense que les militaires eux-mêmes, le CNSP, a proclamé sa foi à la reconnaissance dès l'instant où le Niger a reconnu les instruments juridiques nationaux, internationaux plutôt et régionaux, parce qu'ils ont proclamé leur foi. Même si la Constitution est dissoute, quand même, tous les engagements internationaux auxquels le Niger a souverainement souscrit, ils vont les respecter. Et de ces engagements internationaux, je pense qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme et du peuple. Quand vous prenez le contenu de cette déclaration, la question de la liberté d'opinion, la question de la liberté d'expression, ce sont des questions fondamentales et ce sont des questions chères sur lesquelles on peut évaluer un État. Donc le message doit, à chaque fois quand ils vont établir des textes, des lois, qu'ils aient à l'esprit qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans un monde fermé, nous sommes dans un monde pluridisciplinaire, très ouvert, où beaucoup des yeux sont regardants sur les actes que vous posez. Dans tous les cas, même si ici au niveau national vous ne posez pas sur les tribunes des Nations Unies, à l'international, ce sont des points sur lesquels on peut vous interpeller. Au lieu de faire des raccourcis, je pense qu'il faut mûrement réfléchir avant de prendre certaines dispositions. Si pour Kakatouda, cette ordonnance est liberticide, il n'en est rien pour l'autre acteur de la société civile, Bana Ibrahim. Bana Ibrahim qui pense que l'ordonnance répond et s'adapte parfaitement à son contexte. Je vous propose de le suivre. L'ordonnance signée par le président Abdraman Chani continue de faire réagir effectivement le Gotha de l'intelligentsia nigérienne pour des raisons que je trouve personnellement inadaptées ou inappropriées. Vous savez, le droit est toujours fils de son temps. Il est issu d'un rapport de force qui est dynamique. À chaque situation, le droit essaye d'apporter une réponse pour permettre de préserver la paix sociale, la quiétude, etc., etc. Ça fait longtemps que notre pays fait face à une situation inédite qui est celle du terrorisme, qui est une guerre non conventionnelle, asymétrique et qui exige une réponse holistique, une réponse à la fois militaire, une réponse sociale, économique, mais aussi une réponse juridique. Ça fait plusieurs années que nous faisons face à des actes de terrorisme qui reposent principalement sur des individus qui se mettent en rébellion vis-à-vis de l'autorité publique. Il y a eu des tentatives à travers des lois portant répression des actes de terrorisme, mais qui ont montré leurs limites. Aujourd'hui, depuis le 26 juillet, en plus de nous battre contre le terrorisme, le Niger a engagé un combat d'affirmation de sa souveraineté, de son indépendance totale, ce qui implique également que nous ayons maille à partir avec des puissances occidentales. Ces puissances ayant juré de tout faire pour empêcher la bonne réussite de ce processus de refondation en cours dans notre pays, utilisent malheureusement des individus qui parfois sont des citoyens de notre pays et que le droit
passé ne permet pas d'appréhender dans leur globalité ou dans la globalité des actes qu'ils posent, parfois des actes de complicité avec des terroristes, mais aujourd'hui, mais aussi des actes de complicité avec des puissances hostiles à notre pays. Donc nous trouvons que c'est tout à fait normal que l'État réagisse et essaye d'apporter une réponse juridique et judiciaire à ce nouveau type de rapport qui existe entre l'État et les citoyens nigériens. Dans tous les pays, lorsqu'il y a eu ce genre de cas, lorsque le pays a été en guerre, il y a eu la mise en place d'un dispositif qui évite ou qui empêche à ce que des citoyens puissent se retourner contre leur pays. Je rappelle que les plus grandes puissances aujourd'hui qui vantent les mérites de la démocratie sont passées par là. Je rappelle qu'il y a eu en France des périodes où on a déchu le général de Gaulle de sa nationalité sous le maréchal Pétain. Lui-même, le maréchal Pétain, après 1945 et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une loi qui l'a déchu de tous ses privilèges, y compris de sa nationalité. Donc que le Niger aujourd'hui prenne un acte, je trouve que ceux qui critiquent peuvent pousser ou faire des remarques pour améliorer le dispositif, mais le remettre en cause en soi, je pense personnellement, c'est faire preuve de mauvaise foi et reconnaître à un État le droit de légiférer sur le territoire dont il a la charge. Là, les États-Unis d'Amérique, champions des droits de l'homme, après les attentats de 2011, qui ont frappé les tours de World Trade Center, a mis en place le Terrorist Act, une loi qui permet aux États-Unis de maintenir en détention des individus sans les présenter à un juge pendant une dizaine d'années. Et jusqu'à présent, c'est sur la base de cet acte qu'il y a la prison de Patriot Act, qu'il y a la prison de Guantanamo, où il y a des individus qui sont maintenus sans être jugés depuis 2011. Donc je trouve que ceux qui font ces critiques ne rendent pas service à notre pays et ils peuvent, pour moi c'est logique, de se poser des interrogations sur l'application de cette loi. Inviter les fonctionnaires de l'État à ne pas faire l'amalgame, à ne pas systématiquement recourir à ces mesures lorsqu'il y a d'autres mécanismes de prise en charge de la délinquance des compatriotes. Voilà, parlons maintenant de ces mauvaises nouvelles qui continuent dans notre pays relativement aux pluies massives enregistrées ces derniers temps. Ainsi, il y a quelques instants, c'est l'après-midi de ce mardi 3 septembre à Zender, il a été enregistré une importante pluie qui a malheureusement, là aussi, occasionné d'énormes dégâts matériels. Là, aucun bilan officiel n'est encore disponible. Cependant, l'on sait déjà que ces dégâts ont occasionné l'effondrement d'une partie de la célèbre et historique mosquée du quartier Berni de Zender, quartier mosquée qui est juste en face du sultanat. Nous avons recueilli pour vous, il y a quelques instants, la réaction du directeur régional en charge du tourisme et de l'artisanat, M. Lawali Halidou, que je vous propose de suivre dans cet extrait relativement à ce drame survenu dans la capitale du Damagaram. Ce 3 septembre, c'est une journée historique pour la région des Anders, suite à ces fortes précipitations, parce que nous voici en face d'une mosquée historique qui fait partie des patrimoines culturels et historiques de la région. Suite à la volonté divine, aujourd'hui, cette mosquée qui a plus de 200 ans s'est effondrée. Et cela touche plus que tout un chacun en ce qui nous concerne. Parce qu'au-delà du fait que ce soit un lieu de culte, c'est aussi un lieu de pèlerinage touristique pour l'ensemble des acteurs qui viennent visiter. Parce que vous ne pouvez pas venir à Zender sans pour autant passer au niveau du sultanat et passer encore au niveau de cette mosquée, voir les merveilles qui regorgent cette dernière. Alors, il paraîtrait qu'il y a eu des alertes. Est-ce à dire que rien n'a été fait? Bon, vous savez, cette mosquée a été réhabilitée l'année passée par le ministère en charge du tourisme. Si vous voyez, donc, la mosquée, elle était nouvellement. Mais malheureusement, la forte précipitation qui a été enregistrée a eu
raison sur la mosquée parce que effectivement ça a été alerté et nous avions touché l'entrepreneur par rapport aux inondations, au ruissellement parce qu'elle a commencé à couler. Et entre-temps, étant donné que nous sommes en période hivernale, on ne peut pas commencer les travaux, surtout que c'est du bon coup, commencer les travaux et revenir encore. Ils avaient jugé utile à ce que quand la période hivernale s'est tenue, on reprend les travaux. Mais malheureusement, la volonté de Dieu a été faite. Alors, beaucoup parlent de la construction de la mosquée dans les années 1800. Est-ce vrai? Oui, effectivement, elle est construite par le sultan Tanimoun dans les années 1800. Et c'est ce qui fait de cette mosquée un lieu de pèlerinage touristique et qui fait d'elle un site historique, un patrimoine pour la culture de la culture au niveau régional. Et que pensez-vous faire, M. le directeur? Par rapport à la mosquée, maintenant, on attend, on va voir. C'est que, en tout cas, on va voir, mais nous souhaiterons aussi à ce que d'autres partenaires viennent nous aider à la réhabiliter. Puisse Allah venir en aide à notre pays, à nos compatriotes sinistrés par ces inondations partout au Niger. Les précipitations continuent justement avec leur corollaire de dégâts matériels, mais aussi de décès un peu partout dans plusieurs régions du Niger. Et les autorités qui tentent vaille que vaille de faire face à la situation appellent les compatriotes à la plus de prudence dans la gestion de ces catastrophes naturelles. N'est-ce pas, Ismaël Moumounouza? Prémisse d'une pluviométrie, la formation du cumulus dans le ciel est une immense joie pour tout le monde en général, dont le monde paysan en particulier, qui dépend de l'agriculture et de l'élevage. Pour cette année, la campagne agricole sera excédentaire à tendance normale selon les prévisions des services de la météorologie nationale. L'abondance des pluies est une bonne chose pour les agriculteurs qui font espoir d'un meilleur rendement de leurs récoltes. Qui parle d'abondance de pluie ne doit pas aussi mettre de côté les risques d'inondation. Comme l'avait dit la Direction nationale de la météorologie, cette année aussi il y aura risque d'inondation. Des mesures idoines doivent être prises pour prévenir ces catastrophes naturelles ou bien les atténuer. Cette prévision commence à se matérialiser. En effet, depuis le début de cette saison, les inondations ont causé d'énormes dégâts, tant sur le plan humain que matériel. Pourtant, bien avant le début de la saison de pluie, les services de la météorologie avaient alerté des risques d'inondation. La pluviométrie va continuer. Ainsi, pendant les violentes averses accompagnées d'éclairs, il est conseillé d'éviter de s'abriter sous les structures métalliques et ne pas en tenir un, d'éviter les téléphones portables pendant l'orage, éteindre les postes téléviseurs et s'éloigner des transformateurs et des objets électriques. Ne pas aussi s'abriter dans une maison fissurée. Voilà, poursuivons ce soir notre série de reportages sur le civisme fiscal et la TVA. Cela nous conduit à parler aujourd'hui, à nous intéresser aujourd'hui sur les raisons qui poussent certains compatriotes à l'incivisme, mais aussi les moyens dont dispose l'État pour restaurer la confiance avec le contribuable. C'est un reportage signé Adam Soumana et Sadou Demi. L'accomplissement volontaire de ses obligations fiscales par le contribuable, qu'est le civisme fiscal, peine à être observé par bon nombre de concitoyens de nos jours. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cet incivisme fiscal. Le premier niveau, c'est la question de la gouvernance. Dans un pays, lorsque la gouvernance ne répond pas aux valeurs d'équité et de justice sociale, vous créez les conditions de résistance des citoyens à payer leurs impôts. Deuxièmement, la question de l'exemple. Lorsque les responsables au plus haut sommet de l'État, eux-mêmes, à travers des manœuvres personnelles, politiques ou autres, aiment se soustraire au paiement de leurs impôts et taxes,
alors que l'impôt est assis sur le revenu de chaque citoyen, quels que soient les moyens par lesquels ces revenus-là sont réussis. À ce niveau-là, vous créez les conditions de la résistance des citoyens à payer les impôts. Et à ce titre, au nom de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, nous invitons et nous osons espérer que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, fera en sa qualité de premier contribuable nigérien l'exemple en termes de paiement d'impôts et taxes. À partir de là, ça veut dire qu'il a prêché par l'exemple en tant que premier contribuable. Dites-moi demain, si la DGI se présente chez un autre membre du CNSP, est-ce qu'il a une excuse de ne pas payer? Maintenant, le troisième facteur d'incivisme fiscal ou de résistance des citoyens, je l'avais dit, c'est la rationalisation de la dépense publique. Tant que les dépenses publiques sont orientées vers la satisfaction des conditions de vie du plus grand nombre des citoyens nigériens, il n'y a pas de raison pour que les citoyens qui sont bénéficiaires directs de ses propres ressources, de leurs propres contributions, soient résistants à payer leurs impôts et taxes. Pour que l'impôt fonctionne, les citoyens doivent avoir confiance aux hommes qui les dirigent. Les citoyens doivent avoir la preuve que l'argent qu'ils ont durement gagné et investi de manière judicieuse et qu'à terme, ils bénéficieront des avantages financiers par eux-mêmes, par le contribuable. Il faut que les gouvernants leur montrent qu'ils en ont, c'est-à-dire les citoyens, qu'ils en ont pour leur argent. Et pour cela, les dépenses publiques doivent être transparentes. Ces acteurs œuvrant dans la sensibilisation des concitoyens sur le civisme proposent des pistes de solutions. Nous avons approché la Direction générale des impôts dans le cadre de l'édition 2024 de la Journée nationale du contribuable, que le thème de cette édition, c'est patriotisme fiscal, allié de la souveraineté nationale. Tant qu'il n'y a pas de patriotisme fiscal, la souveraineté dont nous parlons restera toujours encore théorique. Mais si, à partir du patriotisme fiscal développé par les citoyens, chaque fois l'État, pour pouvoir faire face à ses propres dépenses, n'a pas besoin d'attendre un bailleur de fonds, en ce temps-là, nous pouvons nous taper la poitrine que nous sommes véritablement souverains. L'amélioration des services publics de qualité, bien sûr, renforce la confiance de la population avec pour corollaire l'augmentation des recettes de l'État. Tant qu'il y a des services publics de qualité, il y aura certainement la confiance de la population et forcément l'augmentation des recettes de l'État. Ça, c'est clair. Donc, le pouvoir doit tout faire pour parvenir à démontrer sa capacité à fournir des services publics de qualité. Eh bien, je vous assure, s'il le fait, il peut s'attendre à une augmentation des recettes publiques. Un franc de l'État appartient à la population, aux citoyens, et chaque franc dépensé doit être public. C'est la seule raison pour que Zanchan-Kassa ou Laboussani que nous prenons ne soient pas des vains mots, mais des vérités et des réalités qui feront grandir le Niger. Ainsi, tous les contribuables du citoyen lambda au gouvernant doivent œuvrer pour permettre à la nation de disposer de ressources fondamentales garantissant sa souveraineté. En sport, parlons de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le Niger défie ce mercredi 4 septembre 2024 le Soudan au National Stadium de Djouba. À la veille de cette rencontre, le sélectionneur national du MENA, accompagné du joueur Youssouf Daouda Moussa, était en conférence de presse d'avant-match. La tâche s'annonce difficile mais pas impossible, a déclaré Badou Zaki, que je vous propose de suivre dans cet extrait. Notre objectif est de retourner à la maison avec les 3 points.
on sait que ce n'est pas facile parce qu'on va rencontrer une équipe qui a montré dans son groupe pour la qualification de la Coupe du Monde. C'est une équipe difficile, c'est une équipe qui est première devant le Sénégal. C'est une équipe qui a marqué 5 buts dans 3 matchs et n'a pas encaissé aucun but. Donc sinon, à travailler et à tenir confiance pour affronter cette équipe et pour aussi commencer avec un bon pied. Et si on retrouve notre fraîcheur physique, je suis sûr et je suis confiant qu'on va retourner avec un bon résultat. Est-ce que vous avez tout votre groupe au complet? Maintenant oui, mais jusqu'à le dernier jour, on a aussi Sousa et Al-Hassan et Omar. Donc jusqu'à le dernier jour, j'avais tout le groupe. Retenez la principale information de ce journal avant de nous quitter, c'est cette mauvaise nouvelle qui nous vient de la cité du Damagaram Zender. Zender qui a enregistré cet après-midi même des pluies diluviennes et ont provoqué des dégâts matériels énormes dont on n'a pas encore le bilan officiel. Mais on sait déjà qu'une partie de la célèbre et historique mosquée du quartier Birni de Zender, mosquée située juste en face du sultanat du Damagaram, s'est effondrée. C'est donc la principale information à retenir de cette édition d'information qui vous sera rediffusée tout à l'heure à 22h45 avant de retrouver d'autres sessions d'information demain à 7h15 et à 12h45, toujours sur la télévision La Paris, la passion de servir. En attendant, le programme se poursuit et tout de suite, c'est la revue de la presse avec Abdamou Soumana. Bonne réception et à très bientôt, Inch'Allah.